Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les méthodes de caractérisation des matériaux sont très nombreuses en fait et très diverses et elles concernent les différentes propriétés des matériaux, à savoir les propriétés mécaniques, les propriétés chimiques, physiques, enfin toutes sortes de propriétés. Et les moyens déjà mis en œuvre pour caractériser ces matériaux aussi sont très divers. Dans notre cours, nous nous intéressons aux méthodes de caractérisation basées sur l'interaction des rayonnements matière. Et là aussi, vous trouverez de nombreuses techniques basées sur ces aspects de l'interaction des rayonnements avec la matière pour déterminer les propriétés des matériaux. Et en fait, ces techniques dépendent en fait du matériau. S'agit-il d'un matériau à l'état liquide, c'est des solutions solides, c'est des matériaux amorphes, c'est des matériaux cristallins. Donc, ça dépend du type de matériau et les techniques sont adaptées au type du matériau. En ce qui nous concerne, ce sont généralement les matériaux métalliques qui nous concernent, qui sont des matériaux cristallins, hein, qui sont souvent cristallins en fait. Donc c'est pour cette raison que lorsque nous introduisons notre cours, nous allons commencer déjà par définir les types de rayons déjà utilisés par ces techniques. Et puis, on va regarder l'excitation, la désexcitation des atomes, des matériaux, lorsqu'ils sont soumis à l'interaction, donc à la pré-interaction avec les radiations. Et puis, on regarde aussi ce qui va se passer à l'intérieur du matériau, en l'occurrence l'absorption des rayonnements par la matière. Et bien sûr, nous traiterons les deux cas qui sont les plus utilisés dans le domaine de la métallurgie et des matériaux métalliques en général, qui sont les rayons X et les électrons. Pardon. Voilà, comme ça va mieux. Donc voilà, ce sont les points que nous allons soulever pendant ce cours. Donc on commence par les différents types de rayonnement. Donc tout le monde sait maintenant qu'il y a deux types de rayonnement, hein. Un rayonnement dit électromagnétique, hein, qui sont en l'occurrence toutes sortes de radiations, hein, qui sont, par exemple, commencent par les rayons gamma, si vous voulez, les rayons X, l'ultraviolet, la lumière, l'infrarouge, en fait, et la liste est très longue. En fait, on peut aller jusqu'à les ondes radio, etc. Donc, en fait, ces radiations sont définies généralement par leur longueur d'onde. Et bien sûr, qui dit longueur d'onde dit aussi énergie. Pardon, le deuxième type de rayonnement, donc qui est un rayonnement qu'on peut tout de suite appeler rayonnement corpusculaire. Pourquoi? Parce que à l'opposé des rayonnements électromagnétiques, les rayonnements corpusculaires, c'est des corps qui ont une masse, hein. Les rayonnements électromagnétiques n'ont pas de masse. Donc vous comprenez tout de suite qu'il s'agit des électrons, puis on peut parler des neutrons, on peut même parler des ions, hein, si vous voulez, et puis toutes sortes de particules qui ont une masse. Le caractère ondulatoire des particules, parce qu'en fait ce qui nous intéresse, une grande partie de ce qui nous intéresse
dans ces particules, c'est leur caractère ondulatoire. On sait maintenant que il y a le caractère ondulatoire et le caractère particulier en fait, à toutes les choses. Par exemple, ici, même si on prend les photons, hein, les photons qui sont des particules aussi, hein, parce qu'ils ont un quantum, une énergie quantum, donc ils sont considérés par les physiciens comme aussi des particules, alors qu'ils sont connus souvent comme des radiations électromagnétiques, donc une longueur d'onde. Alors, vous connaissez ce type d'expérience, en l'occurrence les fentes de Young, lorsque vous envoyez une lumière, par exemple une lumière rouge, bleue, hein, à travers deux fentes très fines, placées l'une à côté de l'autre, assez proches d'ailleurs l'une à côté de l'autre. Si vous fermez une fente et que vous laissez une seule, vous obtenez de l'autre côté, par exemple sur un écran fluorescent, hein, l'intensité de la lumière qui va traverser, elle va suivre une gaussienne, hein, quelque chose qui est symétrique. Si on ferme le premier trou et on ouvre le deuxième, eh ben, on obtient aussi une gaussienne. Maintenant, si on ouvre les deux trous, la logique simple dirait qu'on doit avoir la somme de deux gaussiennes comme ceci. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Hein, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une interférence, donc un signal qui ressemble à cela. Hein, c'est un signal qui ressemble à cela. Hein, vous avez donc une interférence d'onde, vous avez intensité maximale, intensité minimale, intensité maximale, minimale, etc. Donc vous avez, et en plus, vous avez une longueur d'onde. Hein, voilà. Donc, ça, c'est très connu, c'est bien connu, en fait, pour, dans le cas des radiations électromagnétiques, c'est bon. Si maintenant on met un électron, donc supposons qu'elle est capable de le faire, bien que techniquement on n'est pas capable de le faire, hein, si on peut le faire, si on pouvait le faire avec des électrons, hein, si on met ici un filament qui va chauffer, qui va nous donner des électrons, ces électrons pouvaient être accélérés ici à travers cette anode, si vous voulez, hein, donc il y a une pompe. Les électrons qui vont arriver sur la plaque, hein, on peut imaginer qu'ils font la même chose, c'est-à-dire donc l'intensité qu'on va récolter ici ou le nombre d'électrons qu'on va collecter ici dans cette direction-là va suivre une loi gaussienne. La même chose pour la deuxième. Et si on fait la somme des deux, eh bien là aussi, on n'obtient pas une gaussienne, mais on obtient quelque chose qui ressemble à celui, au phénomène ondulatoire, c'est-à-dire quelque chose comme ça, hein, un phénomène ondulatoire, donc maximum, minimum, des maxima et des minima. En fait, cette façon de dire, cette façon de dire que les particules ont un caractère ondulatoire, elle a été démontrée il y a très très longtemps, donc en 1924, par Louis de Broglie, qui a eu le prix Nobel à cause de cela. Donc finalement les ondes que nous utilisons, que ce soit ondes électromagnétiques ou corpusculaires, d'origine corpusculaire si vous voulez, eh ben, ce sont ceux-là que nous utilisons dans nos investigations pour caractériser les matériaux qui nous concernent. Alors, l'énergie d'un rayonnement électromagnétique, comme vous le savez, c'est tout simplement E égale h nu, hein. Ou alors on peut l'écrire aussi sous la forme hc sur lambda, parce que nu égale hc sur lambda.
Alors, à partir de là, on peut déduire la longueur d'onde lambda d'une radiation électromagnétique comme ceci, en remplaçant h, qui est la constante de Planck, et la célérité de la lumière par leur valeur. On trouve une relation simple qui nous permet de déduire la longueur d'onde d'une radiation électromagnétique quelconque. Voilà, 12400 sur EV, et E on est exprimé en électronvolts, et lambda est exprimé en angstrom. Alors, pour les électrons, c'est comme c'est des particules, particules qui ont une masse, donc leur énergie est tout simplement une énergie cinétique. Hein. Lorsqu'ils sont accélérés sous une tension V, ils vont tout de suite acquérir en quelque sorte une énergie cinétique EC qui s'écrit EC égale à 1 demi de 1V carré. C'est une relation que vous connaissez très bien. Alors, on déduit à ce moment-là donc la vitesse de ces électrons, hein, comme ça, donc racine de 2 EV sur M. EV, c'est la tension d'accélération. Sauf que ici, la masse peut être relativiste. Hein. Pourquoi elle peut être relativiste? Parce que vous pouvez avoir une vitesse qui sera assez grande. Hein. Les électrons donc se déplacent à une très très grande vitesse et la masse, comme vous le savez, en vertu de la relation de Einstein, elle est relativiste, donc elle change avec la vitesse. Alors, si on veut déterminer la longueur d'onde d'une radiation électronique quelconque, on doit tenir compte de cette masse, donc de cette masse qui est relativiste. Voilà l'expression de la masse relativiste. Et si on bricole un peu, donc on traite un peu cette relation, hein, en faisant un petit développement limité, on arrive à une relation assez simple qui nous permet de déterminer la longueur d'onde d'une radiation électronique, hein, en utilisant cette petite expression. Bien sûr, ici, lambda est exprimé en angstrom et l'énergie cinétique est exprimée en électronvolts. Donc, voilà l'énergie d'une radiation photonique et d'une radiation électronique. Donc là, ici, vous voyez bien sûr les constantes usuelles hein, utilisées pour déterminer cette relation. Alors, pourquoi la correction relativiste? Vous voyez ici dans ce graphique, donc la courbe ici en rouge, elle correspond à lambda non corrigé, c'est-à-dire si on prend la masse de l'électron, repos, M0, au lieu de la masse relativiste. Pardon. Et cette courbe-là, la deuxième courbe en marron, c'est la courbe qui correspond à la masse relativiste. Donc là, on a introduit la correction relativiste. Et là, vous voyez que après, les deux courbes sont sensiblement superposées, mais à partir d'un certain moment, elles vont commencer par se détacher l'une de l'autre. Et on comprend donc que pour une certaine énergie cinétique de ces électrons, ou l'énergie d'accélération de ces électrons, eh ben, et on est obligé de passer à la correction relativiste. Alors, cette relation, elle est à peu près ici, elle se trouve ici. C'est à partir de là qu'on peut voir qu'il y a une différence entre les deux valeurs, entre la valeur corrigée et non corrigée. Donc, la correction relativiste devient nécessaire hein, lorsque les électrons sont accélérés sous une tension supérieure à 10 kV électronvolts. 10 kV électronvolts dans un microscope ordinaire, hein, un microscope à balayage, vous pouvez travailler jusqu'à 20 kV facilement. Dans un microscope électronique, par contre, en transmission, vous travaillez en 200 kV et même 300 kV. Donc là, la correction relativiste, elle devient indispensable. Voilà. Le rayonnement électromagnétique de freinage.
Alors, que veut dire ici le rayonnement électromagnétique de freinage? Cet aspect, l'aspect du freinage, j'ai remarqué que souvent les étudiants ne le prennent pas, ne le comprennent pas bien, en fait. Et en réalité, le freinage, il est lié à un phénomène de décélération. En fait. Le freinage est un phénomène de décélération. Vous êtes dans un véhicule, vous appuyez sur la pédale de frein, vous décélérez. Et lorsque vous décélérez, bon, vous pouvez décélérer lentement, en fait, mais à la limite, vous chauffez les freins. Bon, c'est tout à fait normal, mais si vous décélérez assez rapidement, vous allez, euh, vous allez glisser en quelque sorte sur le bitume, vous allez chauffer le bitume, vous allez chauffer les pneus, vous allez dégager un son, donc un grincement en fait. Donc toutes ces choses-là, le son qui se dégage, la chaleur qui se dégage, en fait, toutes ces choses-là, ben, sont des radiations électromagnétiques qui se dégagent lors du freinage. Donc vous comprenez bien que lorsque vous envoyez donc une particule sur un milieu, ben, si le milieu, si elle est freinée automatiquement, il y a un rayonnement électromagnétique de freinage. Donc voilà, si vous avez une particule qui est chargée, qui traverse la matière, elle va perdre son énergie cinétique progressivement, et donc il y a décélération, et automatiquement un point continu, si vous voulez, de freinage, ou un rayonnement électromagnétique de freinage. Ce rayonnement électromagnétique de freinage, vous pouvez l'illustrer par une figure comme ceci, voilà, par exemple, fonction de longueur d'onde et l'intensité, c'est une courbe qui est comme ça. Une courbe qui ressemble à cela. Voilà. Alors, les caractéristiques de cette courbe, c'est qu'elle a une longueur d'onde ici minimale. Alors, la longueur d'onde ici, elle est minimale. Ça signifie que le freinage s'est fait en une seule fois, en quelque sorte. C'est comme si, lorsque vous envoyez un objet sur un mur et que l'objet que vous envoyez sur le mur colle directement sur le mur, carrément sans se déformer. Parce que s'il se déforme, ça veut dire qu'il y a une décélération, une petite décélération. Donc si il colle carrément sur le mur sans être déformé, ça veut dire qu'il communique toute son énergie en une seule fois au mur. Et donc là, le spectre de freinage, il vous donne juste un point qui est ici, qui correspond à lambda min, qui correspond à l'énergie incidente en fait. Voilà. Bon, sinon, donc vous avez tout le spectre, vous obtenez tout le spectre donc de lambda min jusqu'à, donc ce n'est pas limité. Encore un autre exemple que vous pouvez comprendre. Si vous prenez un poste radio, un ancien poste radio, et que vous tentez en tournant les boutons chercher une station, vous allez entendre, lorsque vous n'êtes pas bien calibré sur l'onde, vous entendez un bruit, un khashkhasha, quelque chose comme ça. Et bien ça, c'est un spectre de freinage, c'est un bruit de freinage. Voilà donc le rayonnement électromagnétique de freinage. Je voulais l'introduire en début parce que lorsque on fait nos expériences, lorsque vous envoyez une radiation électronique ou électromagnétique, vous n'avez pas que ce phénomène de freinage qui se dégage, mais vous avez autre chose. Cette autre chose, on va le voir ici. On va le voir ici, voilà. Donc là, lorsque vous envoyez une radiation, que ce soit une radiation électronique ou radiation X, H0 ou EV0, sur un atome, vous êtes capable d'ioniser cet atome à un certain niveau de son énergie. Alors j'imagine, par exemple, si vous envoyez une énergie suffisante, assez forte, vous êtes capable d'ioniser l'atome, pas seulement au niveau externe, mais vous pouvez l'ioniser carrément jusqu'au niveau K, c'est-à-dire le niveau le plus bas. En fait, vous comprenez bien que si vous envoyez une radiation qui serait capable d'ioniser le niveau K, ça signifie qu'elle est capable d'ioniser tous les autres niveaux supérieurs.
Donc tous les autres niveaux supérieurs peuvent être ionisés. Donc ça, c'est l'atome ionisé. L'atome ionisé, comme vous le savez, elle est dans un état instable, très instable. La durée de vie d'un atome ionisé comme ça est très très petite. Je ne sais pas, de l'ordre de 10 puissance moins 13 secondes. Donc c'est un milliardième du milliardième d'une fraction de seconde en fait. Donc l'atome doit revenir impérativement à son état fondamental. Et très rapidement, il faut qu'elle revienne à son état fondamental. Pour revenir à l'état fondamental, il faut que ce niveau-là qui est ionisé doit être reconstitué, c'est-à-dire l'électron doit venir occuper ce niveau qui est ionisé. Comment le processus doit se faire? Eh bien, il se fait selon deux modes. Donc ça, c'est l'excitation. Il se fait deux modes, donc deux modes de désexcitation. On va regarder les deux modes de désexcitation. Le premier mode, il se fait comme ça. Donc vous avez un électron des couches externes qui va combler le vide laissé par l'électron qui a été éjecté à cause de l'ionisation. Et donc l'atome qui était à un niveau d'énergie supérieur parce qu'elle était excitée, donc va descendre, va tomber, donc va revenir à son état fondamental. Et donc la différence du niveau d'énergie entre le niveau maximum et le niveau minimum, c'est une énergie. Cette énergie-là, dans ce cas-là, elle se dégage sous forme de radiation électromagnétique. Ici, on vous dit que c'est une radiation électromagnétique caractéristique. C'est sûr, et c'est correct. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, comme vous le savez aussi, les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés, sont très connus. Vous prenez des ouvrages de physique, vous pouvez trouver les énergies des niveaux d'énergie de pratiquement tout le tableau du périodique. En fait, chaque niveau d'énergie, elle est bien calculée, elle est bien déduite, elle est connue. Donc, si vous êtes capable, ou si on est capable de mesurer l'énergie de cette radiation-là qui se dégage, eh ben, on serait capable de dire de quel atome elle provient. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est caractéristique de l'atome qui lui a donné naissance. Donc ça, c'est le premier mode de désexcitation. Le deuxième mode de désexcitation, c'est celui-là. Là, au lieu que ce soit une radiation X qui s'échappe, c'est plutôt un électron. C'est un électron, comme vous voyez ici, c'est lui qui se dégage. Et alors, de quel électron il s'agit? Là, cette fois-ci, ce sont des électrons de la couche externe, en fait. La dernière couche externe qui s'échappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'échappe avec quoi? Il s'échappe avec une énergie cinétique. D'où vient cette énergie cinétique? Elle vient de cette transition-là. Donc voilà, un électron un électron va combler le vide, et un autre électron prend l'énergie cinétique acquise et prend l'énergie cinétique dégagée en quelque sorte, qui doit se dégager en quelque sorte, et il s'échappe de l'atome. Et il s'échappe de l'atome. Alors là aussi, comme tous ces niveaux d'énergie-là sont quantifiés, si on a un moyen qui permet de mesurer l'énergie cinétique de l'électron qui s'échappe ici, on serait capable de dire de quel atome il s'agit. On peut identifier l'atome qui lui a donné, qui a dégagé cet électron-là. Et comme les niveaux d'énergie qui sont concernés par le dégagement de cet électron sont des niveaux carrément externes, et comme vous le savez, ce sont les niveaux externes qui participent dans les liaisons, hein, par exemple les liaisons covalentes, les liaisons ioniques,
hein, et là aussi, lorsqu'un atome rentre en liaison avec un autre atome, son niveau d'énergie ici va changer, va prendre une autre valeur, et à ce moment-là, on serait même capable de dire si cet atome-là, par exemple, est état d'oxydation, hein, puis pas seulement l'état d'oxydation, est-ce qu'il est oxydé de niveau 1, est-ce qu'il est oxydé au degré 2, est-ce qu'il est oxydé au degré 3, en fait. Toutes les informations au sujet de l'atome, on les obtient. Donc voilà donc les deux modes de désexcitation de l'atome. Par convention, l'électron éjecté au moment de la désexcitation est appelé photoélectron. Il est appelé photoélectron si le rayonnement incident est photonique. Là, c'est un peu l'effet photoélectrique. Si par contre la radiation incidente est électronique, donc si l'électron secondaire qui se dégage, l'électron qui se dégage est appelé électron secondaire. Donc c'est une nomenclature, hein, c'est une convention que vous trouvez dans les ouvrages, que vous trouvez dans les publications, hein, et c'est cette nomenclature-là que nous utiliserons dans la suite de notre cours. Donc, au moment de la désexcitation, une énergie se dégage, donc comme on a dit, donc c'est delta W égale à WA moins WB. WA, c'est l'énergie potentielle du niveau ionisé. WB, c'est l'énergie potentielle du niveau de désexcitation. Du niveau de désexcitation. Donc la radiation qui se dégage, c'est une radiation électromagnétique, pardon, va avoir cette énergie-là, delta W. Et là, comme vous le savez, donc, étant donné que cette énergie delta W, elle est précise, elle est quantifiée, elle est bien connue. Donc, on a dit donc on peut l'exploiter pour identifier l'atome qui a donné naissance à cette énergie-là. Et donc, voilà, delta W dépend uniquement des niveaux d'énergie mis en jeu. Donc, ce sont des rayonnements caractéristiques. Alors, ici, donc déjà, à partir de ce phénomène, de cet effet-là, on peut imaginer, en fait, pas seulement on peut imaginer, mais vous pouvez trouver dans le marché maintenant des instruments qui sont basés sur ce principe. Le principe d'envoyer une radiation sur un échantillon, de collecter les radiations qui s'échappent de l'échantillon, d'analyser ces radiations qui s'échappent de l'échantillon et tout de suite déduire les atomes qui constituent l'échantillon. Donc là, c'est une analyse qualitative. Dire, voilà, dans mon échantillon, j'ai tel atome. Mieux encore, lorsqu'on arrange un peu mieux les choses, on fait les corrections requises, et on introduit des étalons, toutes ces choses-là, eh bien, on serait même capable de faire une analyse chimique précise de ce matériau. Donc là, vous voyez déjà que vous pouvez déjà dégager ici au moins deux techniques spécifiques. Une technique basée sur la radiation primaire est une radiation X et la radiation secondaire est une radiation X. En l'occurrence, vous avez un équipement qui s'appelle généralement la fluorescence X. Sinon, le deuxième type d'équipement, c'est d'envoyer des électrons, hein, au lieu que ce soit une radiation X, d'envoyer des électrons sur l'échantillon. Et là, là, vous avez différentes techniques qui en découlent. Par exemple, vous pouvez trouver dans l'industrie une technique assez simple qui est basée sur une décharge électrique carrément. Vous créez une décharge électrique sur votre échantillon et vous collectez les radiations qui s'échappent.
Et là aussi, vous pouvez faire une analyse chimique qualitative et quantitative. Mais maintenant, vous pouvez les trouver à l'intérieur du microscope électronique lui-même, parce que dans un microscope électronique, vous envoyez des électrons sur votre échantillon, et automatiquement, là aussi, vous pouvez collecter les radiations X qui s'échappent de votre échantillon, et vous pouvez faire ce qu'on appelle des analyses chimiques ponctuelles. Vous pouvez faire des analyses chimiques ponctuelles. Vous voyez donc qu'à partir de ce phénomène physique, plusieurs techniques déjà qui sont développées pour faire des analyses chimiques. On avait dit donc que lorsqu'on envoie une énergie, maintenant, au lieu de dire une radiation spécifique électronique ou rayon X, une énergie sur un échantillon, on peut avoir d'abord, bien sûr, le fond continu de freinage, parce qu'il y a toujours du freinage à l'intérieur, hein, donc il y a toujours de la chaleur qui se dégage dans l'échantillon. Et puis, superposé à ce fond continu de freinage, vous avez les radiations, hein, ici, spécifiques, qui correspondent aux différentes aux différentes transitions, hein, aux différentes transitions lors de la désexcitation de l'atome. Hein, lors de la désexcitation de l'atome. Donc vous voyez ça. Ici, vous avez uniquement les transitions du type K. Là, vous avez la K alpha 1 et la K alpha 2. Hein. Après, vous avez la K bêta 1, la K bêta 2 et K bêta 3. Hein. Donc, ce sont les transitions qui conduisent à la dégagement d'une radiation. Ah, vous voyez, donc ça c'est une radiation qui se dégage, en fait, qui se détache du fond continu parce que c'est une radiation qui a quand même une énergie plus grande que celle du fond continu. Et là, vous voyez aussi que ne sont pas très bien à l'échelle, mais un peu, hein, ne sont pas très bien à l'échelle, mais quand même. Vous voyez que la radiation K alpha 1, généralement, donc on a portée assez la plus intense, c'est celle qui est généralement utilisée, par exemple, dans les cas maintenant de la diffraction des rayons X. Voilà. Bien sûr, ici nous avons porté les raies K, mais plus loin, vous avez les raies L, puis après vous avez les raies M, etc. Ça dépend bien sûr de la taille de l'atome, donc la grosseur de l'atome. Donc là, là, vous obtenez le spectre complet de l'atome. Si vous êtes capable d'ioniser le niveau K, normalement, vous êtes capable d'ioniser tout le reste des niveaux. Maintenant, dans le cas d'une émission d'un électron au G, le phénomène, lui, il met en jeu, on a vu qu'il met en jeu trois niveaux d'énergie. Le premier niveau d'énergie, bien sûr, c'est le niveau d'excitation, qu'on appelle le niveau A. Le deuxième niveau qui est concerné, c'est le niveau de désexcitation, donc c'est le niveau qui conduit à amener, dégager en quelque sorte les électrons qui va combler le vide au niveau A. Et troisième niveau, c'est le niveau d'émission, c'est le niveau donc, qui se trouve à la périphérie, hein, donc à l'extrême même, donc c'est le dernier niveau d'énergie de l'atome, c'est le niveau d'émission, niveau C. Voilà donc le niveau. Ici, dans le cas présent, vous avez les niveaux qui sont concernés sont le niveau K, le niveau L1 et le niveau L3. Hein. Et donc, on dit que là, nous avons une transition du type K, L1, L3. Voilà. Donc, lorsque vous regardez dans les tables, la transition K, L1, L3, elle correspond à une énergie précise que vous pouvez trouver dans les tables. Ce qui est généralement, ce qui se passe généralement dans les matériaux, c'est que les matériaux que nous rencontrons, ce sont des matériaux réels, ce n'est pas des matériaux purs, ce n'est pas, lorsqu'on travaille le fer, ce n'est pas du fer pur, c'est de l'acier, lorsqu'on travaille l'aluminium, ce n'est pas de l'aluminium pur,
c'est un alliage d'aluminium. Lorsqu'on travaille dans le domaine du cuivre, ce n'est pas du cuivre pur, c'est un alliage. Donc, il y a toujours donc un mélange. Donc, c'est pour ça que, en quelque sorte, nous avons différents types d'atomes dans le matériau, et là on peut collecter différents électrons, et chaque électron va avoir une énergie spécifique à l'atome qui lui a donné naissance. Et pour déterminer, pour évaluer cette énergie cinétique, donc voilà, on écrit tout simplement que l'énergie cinétique de l'électron OG est égale à WA moins WB moins WC. Tout à l'heure, par exemple, si je prends la transition K L1 L3, eh bien, ce sera le WK moins WL1 moins WL3. Et là, on rajoute ce travail-là. Alors, ce travail-là, il représente le travail nécessaire à l'extraction de la surface de l'atome, de la surface de l'échantillon, si vous voulez. C'est le travail EFI. Et ce travail-là, on rajoute parce que l'électron, lui, il faut qu'il se détache carrément de l'échantillon, donc il faut qu'il sorte de l'échantillon. Et bien sûr, donc s'il sort de l'échantillon, donc il a une énergie cinétique, et un détecteur serait capable de prendre cet électron et de mesurer son énergie cinétique. Alors, comment évaluer un peu dans les tables? Comment vous pouvez trouver ces énergies dans les tables? Le WC, bon, c'est clair, donc c'est l'énergie de deuxième, pardon. WA, c'est clair. WA, c'est le niveau d'énergie de première ionisation de l'atome, donc c'est clair, vous pouvez l'avoir très simplement. Le WC, le WB, c'est l'énergie de deuxième ionisation, donc au niveau B, c'est clair. WC, lui, il peut être évalué, pardon, voilà, c'est le niveau de deuxième ionisation au niveau C. Il peut être évalué par l'énergie de première ionisation au niveau C d'un atome de numéro atomique Z plus 1. Voilà, donc c'est une façon d'évaluer un peu ces énergies-là. Et EFI, on a dit, donc c'est le travail nécessaire pour sortir de la surface de l'échantillon. Alors, vous pouvez vous poser cette question. Un atome, est-ce qu'il doit libérer uniquement des radiations X ou uniquement des électrons OG au moment de la désexcitation? Ou alors, il va émettre les deux? Et s'il émet les deux, de quelle proportion? Voilà donc une très bonne question qui peut se poser, que vous pouvez poser si notre cours était en présentiel. Eh bien, la réponse, elle est comme ceci. Chaque atome émet les deux, en fait. Il émet des électrons OG et il émet aussi des radiations X. Sauf que un atome lourd a tendance à émettre des rayonnements électromagnétiques, beaucoup plus que les électrons OG, alors qu'un atome léger, lui, il a tendance à émettre des électrons OG au lieu des radiations X. Et là, on peut exprimer cela par le rendement, en quelque sorte, en rayonnement X et le rendement en électrons OG, de telle sorte que la somme des deux soit égale à 1. Si on porte les courbes de rendement, taux, par exemple, de rayon X en fonction de Z, ben, nous obtenons une courbe comme ça. Donc, voilà. Pour les éléments légers, elle est basse. Pour les éléments légers, elle est très basse. Pour les éléments lourds, elle est assez élevée. Elle est assez élevée. À l'inverse, celle des électrons OG, donc elle fait comme ça. Donc pour les atomes légers, elle est élevée. Pour les atomes lourds, elle est basse. Et le compromis entre les deux, hein, là où vous avez donc taux rayon X égale à taux OG, se trouve à peu près à Z égale à 29. Donc, Z égale à 29, c'est l'atome de cuivre.
Alors, pour revenir un peu discuter des techniques de caractérisation, des méthodes, des techniques qui sont donc les techniques de caractérisation, vous comprenez bien que si vous voulez euh, analyser les atomes légers en utilisant les radiations X qui se dégagent, hein, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que les atomes légers dégagent très peu de radiation X. Voilà. C'est-à-dire donc il y a une limitation en quelque sorte à la technique, aux techniques de caractérisation pour analyser les éléments chimiques. Les atomes légers, en l'occurrence au-dessous déjà au-dessous de l'oxygène déjà ça devient très difficile. Au-dessous de l'atome d'oxygène ça devient difficile. Au-dessus, ça c'est encore possible. Donc, ça dépend. Vous pouvez trouver des techniques, des instruments qui vous disent nous on est capable de doser, je ne sais pas, le soufre, hein, mais trouver des méthodes qui sont capables de doser par exemple le bore, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de radiations qui se dégagent et donc pour les analyser, ce n'est pas facile. Maintenant, on va traiter le phénomène d'absorption des rayonnements par la matière. Alors là aussi, le phénomène d'absorption des rayonnements par la matière, c'est une partie qui est très très physique, hein, très physique. Et ce sont les physiciens qui sont capables de vous donner beaucoup plus d'informations. Nous, on va se limiter à une physique en quelque sorte basique, hein, voilà, pour que les physiciens m'excusent parce que je ne suis pas physicien. Alors, l'absorption des rayons X, oui, ici l'absorption des rayons X, hein, basiquement, elle s'effectue par, bien sûr, il y a ionisation. Donc, les rayonnements X, ils vont ioniser l'atome et ils vont perdre leur énergie, donc en ionisant l'atome. Voilà. Donc, et puis les radiations qui ne ionisent pas l'atome, qui peuvent continuer leur chemin, bon, elles continuent leur chemin, elles vont passer de l'autre côté, elles traversent l'échantillon en fait. Donc, soit le photon perd son énergie, soit il traverse le matériau sans perdre d'énergie. Donc, finalement, il y a une perte d'intensité, hein, voilà, mais pas de perte d'énergie. Donc là aussi, là encore, les physiciens devraient m'excuser parce qu'en réalité, il y a quand même une perte aussi d'énergie, une petite perte d'énergie, la radiation même qui s'échappe de l'autre côté, la longueur d'onde, sa longueur d'onde, parfois elle n'est pas tout à fait la même que la longueur d'onde incidente. Donc ce sont les physiciens qui peuvent vous expliquer ce phénomène-là, mais basiquement pour nous, on peut comprendre comme ça. Par contre, les électrons, eux, c'est clair, comme c'est des particules qui ont une masse, donc ils vont entrer en collision avec les autres électrons, les électrons de l'atome, et ils vont subir donc des chocs. Et à chaque fois qu'ils font donc une collision, ils vont perdre une partie de leur énergie cinétique. Et au bout d'un certain nombre de collisions, ils sont capables carrément de perdre toute leur énergie. Donc les électrons subissent des diffusions multiples, suivant une trajectoire en ligne brisée, hein, hein, et à chaque fois, ils perdent une petite partie de leur énergie cinétique. Et donc, on dit qu'il y a une perte, non seulement une perte d'intensité, mais aussi une perte d'énergie. Alors, comment ça se passe dans le cas des rayons X? Dans le cas des rayons X, là, un petit peu schématiquement, c'est comme ça. Vous envoyez une radiation X sur votre échantillon, un échantillon qui aurait une épaisseur X. Vous collectez de l'autre côté une intensité inférieure à l'intensité incidente. Inférieure à l'intensité incidente.
Par contre, les radiations, la longueur de radiation qui sont là, elle est la même que celle des radiations incidentes. Et à ce moment-là, donc vous pouvez dire que l'intensité différentielle, donc elle sera proportionnelle à la quantité de matière traversée, et ça s'écrit comme ça. dI sur I0 égale à moins mu rho dx. Alors vous, si vous intégrez cette différentielle, vous obtenez la relation qui vous donne l'intensité en fonction de l'intensité incidente. I égale à I0 exponentielle moins mu rho x. Alors ici, ce qui est important ici, c'est ce mu qui est le coefficient d'absorption massive. Bon, rho, c'est la masse volumique. Tout le problème, tout le problème se trouve dans ce coefficient d'absorption massive. Tout le problème se trouve dans ce coefficient d'absorption massive. Comme ça. Alors, on a bien vu, donc elle est bien vu que l'absorption croît avec le numéro atomique de la matière. Eh oui. Puis, elle croît aussi avec la longueur d'onde incidente. C'est la relation de Bragg-Peirce. Qu'est-ce qu'elle dit, la relation de Bragg-Peirce? Elle vous dit que le coefficient d'absorption massique, lui, il est fonction de z à la puissance 4, donc il croît fortement avec z à la puissance 4, et puis aussi il croît assez fortement avec la longueur d'onde, puisque c'est lambda au cube. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque vous envoyez donc une radiation sur un échantillon, ben, il y a de l'absorption. Et l'absorption, on a bien vu que lorsqu'il y a une absorption, il y a automatiquement une ionisation. Et au moment de l'ionisation, ben Z devient Z-1. Donc ici, donc la courbe mu en fonction de Z, de lambda, si vous voulez, si vous prenez mu en fonction de lambda, eh bien, lorsque la longueur d'onde, ici ce lambda, lorsque cette longueur d'onde-là atteint une valeur spécifique, hein, c'est-à-dire une énergie spécifique, à l'ionisation de l'atome à un niveau donné de l'énergie, hop, l'atome est ionisé, Z devient Z-1. Et donc, la courbe n'est pas continue. La courbe n'est pas continue, la courbe, elle fait ça. Donc, il y a une discontinuité à chaque fois que la longueur d'onde correspond à un niveau d'énergie Wx de l'atome. Donc, elle fait ça. Donc, vous avez le mu, donc il croît, bien sûr, très rapidement avec lambda, on l'a vu, mais lorsque lambda atteint une longueur d'onde spécifique qui correspond à un certain niveau spécifique, eh bien, Z devient Z-1 et vous avez une chute brutale, hein, du coefficient d'absorption. Après, bien sûr, le coefficient d'absorption, donc il reprend, hein, il reprend. Alors, vous voyez, donc il peut reprendre, et puis au moment où vous arrivez encore à alors lorsque la longueur d'onde atteint un niveau d'énergie aussi spécifique, correspond à un niveau d'énergie, un autre niveau d'énergie, automatiquement vous avez encore une chute et ainsi de suite. Vous avez donc une courbe qui fait des zigzags en quelque sorte, si vous voulez. Donc là, vous avez donc le phénomène d'absorption. Vous avez le phénomène d'absorption. Et au moment où vous avez absorption, donc même ce coefficient K qui est un coefficient de proportionnalité, hein, donc ben, ce coefficient de proportionnalité, lui aussi, il change à chaque fois que vous passez d'une portion de la courbe à une autre portion de la courbe. Là, vous avez un cas, et là, vous avez un autre cas. Vous voyez ici cette discontinuité qui est appelée discontinuité d'absorption, ben, elle peut servir. Elle peut servir pour l'élaboration des instruments, par exemple, pour filtrer, hein, pour filtrer des rayonnements. Par exemple, je peux utiliser ce principe physique pour filtrer les radiations qui se trouvent de ce côté-là. Parce que là, vous avez un coefficient d'absorption très élevé, donc il peut absorber toutes les radiations qui sont de ce côté. Bon, il va absorber les radiations aussi de ce côté-là,
voilà, il va laisser uniquement la radiation qui sont juste là, c'est-à-dire au point le plus bas. Voilà une façon de filtrer un rayonnement. Et là aussi, nous allons voir ça, par exemple, à travers un exercice plus tard. Par contre, les électrons, eux, donc on a dit qu'ils ont un autre caractère. Et en fonction, bien sûr, de l'épaisseur de la préparation, l'épaisseur de l'échantillon, vous pouvez avoir différents cas de figure. Donc, le premier cas de figure, vous avez un électron qui fait un choc et il se dégage. Alors ici, nous avons dessiné un choc et qui se dégage comme ça, qui sort de l'échantillon de ce côté-là. Mais il peut sortir de ce côté-là aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc il peut venir soit là, soit il peut venir comme ça. Ça dépend de l'épaisseur en fait de votre échantillon, de la préparation. Mais ensuite, il peut faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire plusieurs chocs et puis il se perd dans la nature en fait. Donc il se perd dans la nature. On peut avoir aussi ce cas-là où une énergie fait plusieurs chocs et puis il peut arriver de l'autre côté de la surface, l'échantillon, donc en perdant une grande partie de son énergie. Mais il peut aussi faire ça. Pardon. Voilà. Il peut faire ça. Donc il fait plusieurs chocs et il rejaillit de la surface. Et en fait, ce sont ces électrons qui réagissent comme ça, qui se dégagent de la surface, qui sont utilisés en microscopie électronique. Donc, ce type d'électrons-là et ce type d'électrons-là. Ce sont ceux-là qui sont utilisés pour la microscopie électronique à balayage. En termes d'énergie, le premier type de choc, enfin, le premier type d'électrons qui se dégagent comme ça, ils ont une énergie assez proche de l'énergie incidente. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un seul choc. Donc ils ont une énergie cinétique proche de E0. Ce sont des électrons qui sont appelés rétrodiffusés. Hein, voilà. Rétrodiffusés pour dire qu'ils rejaillissent de la surface de l'échantillon. Puis ceux-là, bon, ce sont des électrons qui perdent carrément leur énergie, donc ils sont complètement épuisés. Hein. Vous avez ceux-là qui perdent aussi une grande quantité de leur énergie et ils se dégagent avec une énergie cinétique assez faible, très très faible. Et là, par contre, ceux-là aussi, ils ont une énergie cinétique relativement basse, très très petite, ceux-là, mais on va les appeler des électrons secondaires. Voilà. Pourquoi on les appelle électrons secondaires? Rappelez-vous ce que nous avions dit dans le slide précédent, puisque nous avons la radiation incidente est une radiation électronique, donc l'électron qui se dégage est un électron secondaire. Voilà, vous allez me dire, monsieur, cet électron-là est un électron secondaire. Ben, je dis oui, absolument, c'est un électron secondaire, sauf que son énergie, elle est proche de E0. Donc, en fait, il se détache de ce type d'électron-là. Donc, il se détache. Donc, c'est un électron secondaire, mais c'est un électron rétrodiffusé. Hein. Voilà, on appelle comme ça dans la technologie. Donc, vous prenez un microscope électronique. On vous dit, on appelle électron rétrodiffusé en français, en anglais, backscattered electron. Voilà. Ici, secondary electron. Donc, c'est un jargon, c'est le jargon scientifique qui est utilisé dans les techniques. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour les électrons. Et là, on peut regarder encore un peu plus profondément ce qui se passe, par exemple, pour les électrons rétrodiffusés. Donc, ce sont les électrons qui font un choc et puis rejaillissent à la surface. Ces électrons-là rétrodiffusés, donc on avait dit qu'ils ont une énergie cinétique proche de l'énergie incidente. Et il se trouve que il y a ce qu'on appelle un coefficient de rétrodiffusion. Donc ça dépend de votre matériau. Vous pouvez avoir beaucoup d'électrons rétrodiffusés, vous pouvez avoir peu d'électrons rétrodiffusés. Tout dépend
du coefficient de rétrodiffusion. Or, ce coefficient de rétrodiffusion, comme vous le voyez dans cette relation, donc c'est une relation empirique qui a été évaluée par l'expérimental, elle dépend de Z, les fonctions de Z en fait. Vous voyez là, hein, du R20, voilà, c'est Z. Z, Z carré, Z cube, A, le A ici, hein, c'est aussi Z cube, Z carré. Voilà. Donc, elle dépend de Z. Si le Z est élevé, hein, vous allez avoir beaucoup d'électrons rétrodiffusés. Si le Z est bas, vous allez avoir un bas euh, coefficient de rétrodiffusion. Donc, ce Z ici, lui, comment il est évalué? Comment il est évalué? Il est évalué comme ceci. Pourquoi il est évalué comme ceci? Parce que généralement, vous avez dans votre matériau, vous n'avez pas un corps pur, vous avez encore une fois, vous avez des phases. Et dans une phase, vous pouvez trouver plusieurs atomes. Des solutions solides, qui sont le principe même de la métallurgie, hein, les solutions solides, métalliques. Vous avez plusieurs atomes dans une phase. Prenez l'exemple simple de l'acier. L'acier, dans l'acier, vous avez deux phases déjà, la phase ferritique et la phase austéritique. La phase ferritique, elle comprend très peu de carbone, hein, et puis même très peu des éléments d'addition, alors que la phase austéritique, elle peut dissoudre beaucoup de carbone, elle peut dissoudre encore beaucoup d'éléments d'addition. Donc, le Z n'est pas le même. Et là, avec ça, avec les électrons rétrodiffusés, vous êtes capable de distinguer, hein, vous pouvez distinguer entre les deux phases, tout simplement par un contraste dit de phase. Donc les électrons secondaires sont bons, sont utilisés en microscopie électronique à balayage pour obtenir des images en contraste de phase. Voilà. Voilà. Oui, donc là, nous sommes en train de vous donner quelques aspects des techniques expérimentales qui se débouchent de ce comportement, de l'interaction des rayonnements avec la matière. Donc, en traversant encore une épaisseur X de matière, les électrons subissent une forte décélération, donc ça c'est bien connu. Donc, si vous voulez, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que pour la microscopie électronique en transmission, il faut amincir votre échantillon le plus possible pour que l'épaisseur ne joue pas un rôle, hein, pour que l'épaisseur ne joue pas un rôle dans l'absorption de vos électrons, parce que vous envoyez un paquet d'électrons, ben, s'ils sont absorbés, vous avez perdu l'information. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Si vous avez une lame assez épaisse, le pic des électrons, il va se situer ici. Si par contre votre lame est assez fine, le pic des électrons va se trouver ici proche de E0. Ouais, donc là, c'est un peu, ces pics-là sont caractérisés par la largeur spectrale, en fait, si vous voulez, c'est la largeur à écouteur, hein. Cette largeur spectrale, déjà, elle est assez large si l'épaisseur de la préparation est assez grande, mais aussi elle se trouve assez loin, donc assez basse par rapport à l'énergie incidente. Par contre, si votre préparation, si votre échantillon est assez fin, hein, donc l'énergie qui se dégage, en fait, qui se dégage de l'autre côté, et même celle qui se dégage, si elle se dégage de la surface du haut, en fait, elle va avoir donc une énergie qui est proche
de l'énergie incidente. Donc, ce sont des électrons rétrodiffusés en fait. Donc là, si vous voulez avoir un maximum d'électrons qui ont une énergie proche de E0, vous avez intérêt à réduire l'épaisseur de votre échantillon le plus possible. Voilà. Et cette épaisseur, on peut l'évaluer, hein, comme ça, si nous connaissons, il suffit de prendre l'énergie, de choisir en fait l'énergie delta E, ou bien en fonction de l'énergie delta E, cette énergie-là ou là, vous pouvez l'évaluer en fonction de X. Et là, vous avez donc le ρ, c'est la masse volumique, Z, c'est le numéro atomique, la masse atomique, et bêta, c'est tout simplement V sur C. Voilà. Donc, c'est cette expression-là qui est utilisée pour évaluer ce delta de E si vous connaissez l'épaisseur de votre préparation. Maintenant, si on fait une spectroscopie d'électrons émis par l'échantillon, donc la courbe présente deux pics. Voici les deux pics. Donc là, c'est le spectre qui est émis par l'échantillon. Donc là, ce n'est pas le spectre qui traverse l'échantillon. C'est le spectre qui est émis par l'échantillon. Vous avez donc un pic là, qui correspond aux électrons qui ont une énergie assez basse. Vous voyez là. Et là, vous avez le pic qui correspond aux électrons qui ont une énergie assez haute, qui sont proches de E0. Bon, c'est une courbe simplifiée en fait. Et dans cette courbe, là, vous voyez tous les électrons qui se dégagent. Donc là, vous avez donc ce pic-là de faible énergie qui sont inférieurs à 50 électronvolts. C'est le pic des électrons secondaires. Et par contre, ce pic, donc, c'est le pic donc, de forte énergie, qui sont supérieurs à 50 électronvolts, en fait, qui est le pic des électrons rétrodiffusés. Entre les deux, ici, sur le pied du pic ici, ils ont une énergie assez plus grande, en fait, légèrement plus grande que 50 électronvolts, se situent les électrons OG. Voilà, vous voyez, les électrons OG, ils sont quelque part là, ils sont là à peu près. Vous voyez, donc ils sont confondus en quelque sorte avec les électrons secondaires. Et là, donc vous avez les électrons rétrodiffusés avec une perte, beaucoup de perte d'énergie. Et là, bon, donc faible d'énergie. Mais là, vous voyez que vous avez quand même une quantité d'électrons rétrodiffusés qui ont exactement la même énergie incidente. Et ces électrons-là, qui ont la même énergie incidente, nous allons voir par la suite à quoi ils peuvent servir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.